Bonsoir à tous, nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour le dialogue avec Visuel et je vous remercie ceux qui se sont joints à nous à travers les réseaux sociaux, à travers Twitter, à travers YouTube, à travers Facebook, à travers aussi Instagram. Bienvenue pour cette édition, nous allons passer ensemble à peu près 1 heure et je vous remercie d'avoir répondu nombreux encore aujourd'hui à ces rendez-vous de chaque jour. Comme vous avez vu dans les affiches, nous allons recevoir aujourd'hui le docteur Georges Ndjoku Darabou, un spécialiste de otorhinolaryngologie. Et c'est spécial aujourd'hui afin que nous puissions beaucoup apprendre de lui. Encore une fois, bonsoir, docteur Georges Ndjoku Darabou. Bonsoir, Père Boudjoukou. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Si vous pouvez juste descendre un peu votre caméra, comme ça on voit bien votre tête. Et sinon, la tête est coupée, puisque c'est quand même important qu'on puisse. Voilà, ça va maintenant. Ça va bien comme ça. Vous pouvez déjà avancer un peu plus avant. Voilà, pour qu'on vous voit. En tout cas, c'est un plaisir pour vous, pour nous de vous connaître. Vous allez voir aujourd'hui dans ces programmes, il y aura beaucoup d'interventions, beaucoup de thèmes et beaucoup de correspondants qui vont nous donner les nouvelles. Mais l'invité principal, c'est vous. Nous allons donc passer un certain moment avec vous, mais aussi avec les autres qui sont liés à nous. On s'excuse un peu du petit retard, on a eu des problèmes techniques, comme ça ne peut pas manquer. Alors, docteur, oui. D'abord, vous êtes médecin d'origine congolaise, vous vivez en France. Et les gens voudraient d'abord vous connaître. J'ai déjà cité les noms, mais vous pouvez peut-être d'abord donner le nom vous-même, comme ça les gens savent aussi comment vous prononcez d'abord votre nom. On commence par là. Disons que mon nom, c'est avec l'authenticité. Georges était déjà effacé, donc je me nomme Ndjoku Mibale Darabou, en tant que vrai Congolais zaïrois. Donc, je suis né dans la province orientale de Kisangani, de la Chopo, poursuivi les études universitaires à Kinshasa, la spécialité en France, donc à Nancy, l'ORL, et j'exerce depuis dans le banlieue de la région de la Moselle, à la frontière avec l'Allemagne, donc dans la région de Sarrebruck, pour ceux qui connaissent la région. Alors, c'est vraiment une grande expérience de vous connaître et de savoir votre parcours. Comme vous avez dit, vous avez fait les études, une partie en République démocratique du Congo. Vous êtes arrivé en France où vous exercez. Et c'est une spécialisation un peu que nous devons connaître aujourd'hui, l'otorhinolaryngologie. Parfois, on n'est pas habitué à dire tout ensemble. On profite réellement de l'abréviation ORL. Alors aujourd'hui, nous allons bien connaître un peu votre spécialisation et ce que vous avez fait depuis tout ce temps. Mais je crois que pour bien commencer, nous allons peut-être d'abord avoir dans la rubrique Pensée du jour. Et pour ça, nous allons donner la parole à Madame Patricia Temouni. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Madame Patricia Temouni. Alors, quelle est la pensée du jour aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on va parler de la transmission. Alors, la pensée du jour, c'est la clé de la transmission, c'est de transmettre ce que l'on pense, ce que l'on sait, ce que l'on croit, mais toujours en proposant aux autres de le remettre en question, de discerner si cela est juste pour eux ou pas, et en développant leur esprit critique. Merci. Et alors, voilà, ça c'est un peu très synthétique. Et vous pouvez un peu nous expliquer un peu plus, un peu pour qu'on puisse saisir cette pensée du jour. Alors oui, parce que je me suis dit avec un invité qui est docteur, je pense qu'il sait exactement ce que c'est et l'importance de la transmission dans son métier et la transmission de son savoir dans sa pratique de tous les jours.
et aussi donner l'opportunité à ces patients souvent de pouvoir exprimer leurs ressentis après le traitement, de pouvoir s'expliquer et dire s'ils ont été guéris ou pas, comment ils se sentent, etc. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai pensé à ce genre de réflexion aujourd'hui. Mais après, on pourra le développer tout au long de notre discussion ici. On pourra développer et puis au fur et à mesure que le docteur nous expliquera un petit peu sa spécialité, alors on affinera un petit peu les questions et puis les réflexions ensemble. Alors, nous allons encore faire recours à vous, Madame Patricia. Merci beaucoup pour cette pensée du jour. Vous restez avec nous. Nous allons prendre maintenant le docteur Georges Njoku Darabou Nibale, comme il a dit, il y a, et les non-chrétiens et l'authenticité. Alors, docteur, otorhinolaryngologie. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer un peu ces trois noms, puisque c'est important? Et on sait que beaucoup de noms de la médecine, ça vient évidemment du latin. Que vous puissiez d'abord nous expliquer un peu les trois mots-là, puisque c'est votre spécialisation, afin que nous puissions comprendre. Ah bon, ok. Mais moi, je vais vous répondre autrement. Madame Patricia a parlé de la transmission. Eh bien, je vais vous raconter un peu la petite histoire. Comment est-ce que j'ai pensé faire l'ORL? En gros, mon papa était administrateur de territoire, nous avons connu des mutations, et j'ai été à Luxembourg, chez les frères de la Charité, où j'ai passé 2 ans dans cet institut, et j'ai gardé des amitiés très importantes, même de la famille, je dirais. De retour à Kinshasa, quand j'ai fini, j'ai fait mon premier stage au centre de jeunes sourds à côté de Mamayemo. Je crois que l'avenue s'appelait Willery. Et ce centre-là, j'ai été voir les jeunes sourds et il leur manquait la transmission, la communication. Voilà l'amour de l'otorhinolaryngologie est né de là. À partir de ces stages, je me suis dit, je vais m'occuper des jeunes sourds. Et dans l'otorhinolaryngologie, l'auto, c'est-à-dire l'oreille, et dans l'oreille, c'est un organe principal de la communication parce qu'on apprend la parole en imitant ce qu'on a entendu. Et dans cette transmission, et c'est comme ça qu'on crée de la communication et la convivialité de la vie. Donc, l'otorhino, ça s'occupe des oreilles, du larynx et également du nez. Mais cette spécialité, elle était réputée être une spécialité médico-chirurgicale. C'était notre fierté. C'est-à-dire qu'on était aussi bon en tant que médecin, parce qu'on étudie les pathologies médicales, notamment des rhinites. On parle de l'allergologie, on parle de voies respiratoires hautes pour favoriser la respiration, l'alimentation, le carrefour aérodigestif. Donc, c'est d'où le mot le larynx et la rhinologie avec l'odorat. Vous avez vu avec les problèmes du Covid, avec le perte de l'odorat et qui modifie les goûts. Donc, c'est une spécialité assez riche sur le plan de la pratique. C'est-à-dire, on fait de la médecine, Voilà, de voilà. l'enfant jusqu'à l'adulte. Donc ça, c'est juste encore une introduction, docteur. Si je comprends bien, l'otorhinolaryngologie, ça part donc de la tête et jusqu'au cou. Donc, il y a plusieurs parties dans Ah cette oui. partie du corps. Nous allons y revenir. Le temps peut-être de voir d'abord un peu, d'avoir quelques nouvelles de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous allons vers Goma pour écouter un peu ce que nous dit notre correspondante là-bas, Madame Rachel Amani, depuis Goma. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Pierre. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Monsieur Jean-Pierre. Bonsoir. Je suis très heureuse de me trouver finalement dans cette nouvelle version du dialogue avec en mode visuel. Voilà, nous allons faire un petit tour à Goma, dans le nord Kivu, dans l'est de la RDC, et nous allons voir quelques petites actualités par rapport à ce qui se passe actuellement
dans la ville de Goma. Alors, il y a une information qui s'avère très importante depuis le 6 janvier, le samedi 6 janvier 2024, où il y a eu le festival du football qui a eu lieu à Goma et qui a été organisé dans le cadre de la CAN, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique des Nations, et qui est organisé par la CAF, qui est la Confédération africaine du football. Et voilà, c'était en faveur des déplacés des guerres. Nous sommes tous sans ignorer que depuis le début de l'année 2022, il y a eu les affrontements entre l'M23 et les FARDC. Et du coup, il y a eu des déplacements massifs la population, des populations touchées qui s'étaient réfugiées vers la ville de Goma et ses environs en guise de protection. Et le festival du football a donc ciblé les jeunes filles et garçons afin de pouvoir bénéficier de cette activité-là. Et ça s'est très bien déroulé. Voilà, c'était une première en ville de Goma de pareil. Voilà, en passant même, je suis en train de féliciter les organisateurs parce que l'activité a connu une très grande réussite. Les déplacés, les jeunes déplacés qui ont participé directement ont été Alors là, nous avons perdu probablement problème de connexion, comme Communication. ça arrive souvent. Nous avons perdu, disons, notre correspondante à Goma, Madame Rachel Amani. Alors, nous allons, docteur, vous nous donnez encore un peu de temps pour suivre toujours les nouvelles. Nous nous retrouvons encore en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Nous avons le père Alain Zadi qui est jésuite et il est directeur du CEPAS. Et nous allons un peu avoir des nouvelles de là et nous allons les recevoir. Alors, bonsoir, père Alain Zadi. Vous êtes le directeur de CEPAS. C'est un centre bien connu des jésuites à Kinshasa. Alors, père Zadi, nous avons suivi à travers les réseaux sociaux une nouvelle qui semble un peu triste pour la renommée quand même de ces centres qui est bien connu à Kinshasa. Il semble qu'il y a un groupe, c'est pas de politiciens qui se sont réunis là-bas comme pour chercher à fomenter des troubles, tuer des personnes, ainsi de suite, et ça ne peut pas. Une bonne nouvelle quand même pour un centre comme les Jésuites. Alors, c'est comme ça que nous profitons de votre présence et nous vous souhaitons d'abord une bonne année, Père Zadi. Et nous profitons de votre présence pour avoir un peu plus de nouvelles à ces propos. Voilà, merci beaucoup pour cette invitation. Je commence rapidement par rappeler que le CEPAS, le Centre d'études pour l'action sociale, existe depuis 1965. Un centre de référence qui fait la fierté du pays et qui publie la revue, j'allais dire la revue la plus célèbre que nous connaissons tous, en tout cas tous les intellectuels du pays la connaissent, Congo-Afrique. Elle s'est appelée Zaïre-Afrique quand le pays s'est appelé Zaïre-Afrique, Zaïre à partir de 71. Donc, dans les domaines d'économie, des politiques, des questions sociales et des questions culturelles. Et donc, le centre, c'est un centre de référence, un centre d'études et un lieu de réflexion où se retrouvent politiciens, sociétés civiles, intellectuels pour des discussions ou pour le travail. Et effectivement, depuis 2 jours, il circule une information sur les réseaux sociaux par les truchements du journaliste Israël Mutombo dans son émission, je crois, selon la politique, oui, voilà, qui dit que des groupes de politiciens et je ne sais moi quels autres acteurs se seraient réunis au CEPAS pour déstabiliser, soi-disant, le pays. Ça nous étonne parce que effectivement, il y a différents groupes qui passent par ici et il y a eu des politiciens qui se sont réunis à plusieurs reprises et à la fin de leur réunion, le 6 janvier, effectivement, ils ont rendu public un communiqué par les truchements de l'opposant Martin Fayulu
Et d'ailleurs, le journaliste Israël Mutombo était là pour couvrir l'événement et devant la presse nationale et internationale. Et c'est un exercice. Alors, Père Alain Zadi, s'il était là, pourquoi il présente la nouvelle? Il présente la nouvelle comme s'il n'était pas là et comme s'il a eu d'informations, il a des sources, ainsi de suite. Et s'il était là, est-ce que ça ne semble pas un peu une certaine malhonnêteté de dire, puisqu'on a vu ça sur les réseaux sociaux, et voilà, j'ai des informations. Ça signifie que il n'était pas là, c'est quelqu'un qui l'a informé. Est-ce que ça, c'est une bonne façon de faire si lui-même, il était présent? Et alors, une autre chose, peut-être, vous ne pensez pas que ça porte préjudice au centre, alors que le centre est ouvert à tout le monde et que ce sont des réunions publiques? Effectivement, c'est regrettable qu'il se soit comporté ainsi. Et j'allais dire, si monsieur le journaliste dit détenir des informations qui menaceraient la stabilité du pays, il sait comment procéder. Et je ne pense pas que ce serait sage que de vouloir créer du buzz avec de telles informations qu'il dit détenir, des informations qui déstabiliseraient le pays. Est-ce que c'est sage de créer du buzz sur les réseaux sociaux avec de telles informations au lieu d'aller utiliser les canaux officiels pour aller voir les autorités et s'expliquer? Et dans une ville de 18 millions d'habitants comme Kinshasa et dans un environnement politique qui peut... Déjà tendu avec les élections. Voilà, effectivement, extrêmement tendu. Est-ce que c'est sage que d'ajouter encore une dose de psychose dans les têtes des gens avec une information pareille qui, à mon sens, n'est pas fondée? Donc, Monsieur Israël Mutombo ferait mieux, en tout cas, la prochaine fois, de vérifier d'abord ses sources et puis de réfléchir deux fois avant de jeter comme ça de la psychose dans les têtes des gens et sans mesurer la portée de ses propos, les réactions que certains militants extrémistes pourraient adopter vis-à-vis non seulement du CEPAS et du personnel du CEPAS, mais aussi vis-à-vis de beaucoup de personnes qui fréquentent notre centre. Il reste, j'insiste, un centre de référence, de réflexion qui accueille politiciens, société civile, intellectuelle. Et quand je dis politiciens, que ce soit ceux du pouvoir comme ceux de l'opposition. Et d'ailleurs, la plupart de ceux qui passent dans nos salles ici pour des réunions, c'est le camp de l'Union sacrée. Et ils sont très présents en tout cas pour solliciter des salles pour des conférences ici au CEPAS. Et il est aussi important de faire une distinction dans ce que nous faisons ici au centre. Il y a des activités propres au centre, des conférences qui sont organisées par les CEPAS, les journées sociales qui sont célèbres, les dernières journées sociales étaient d'ailleurs organisées autour du processus électoral, et puis d'autres réflexions que nous publions par la revue Congo Afrique ou bien par d'autres canaux de publication. Ce sont des activités propres au centre de réflexion que nous sommes. Mais il y a également des conférences qui se tiennent par des tierces personnes, c'est-à-dire des gens qui sollicitent un cadre de réflexion, un cadre de travail. Et donc, nous sommes en démocratie. Je vois mal des gens venir organiser une réunion qui menacerait la sécurité du pays dans un lieu aussi connu que les CEPAS et sans être inquiété. Donc, si M. Israël Mutombo dit détenir des informations qui menacent la sécurité du pays, il sait quels sont les canaux qu'il doit utiliser et comment procéder pour le faire. Et, en tout cas, de mon point de vue, ces propos ont été irresponsables parce que ça peut prêter justement à des violences gratuites. Alors, merci beaucoup, Père Alain. Merci en tout cas de m'avoir donné cette opportunité. Ce centre-là, c'est quand même un centre tenu par les jésuites. Donc, les jésuites sont connus pour être quand même des gens sérieux. Et je crois qu'avant de porter préjudice à un centre comme ça, il faut réfléchir.
faut utiliser la tête. Merci Voilà. beaucoup. Nous Merci. vous gardons encore pendant quelques temps. Et le temps peut-être d'essayer de récupérer Madame Rachel Amani depuis Bukavu. Alors, Madame Rachel Amani, vous avez été peut-être bloquée par l'Internet et ce n'est pas de notre faute. Vous pouvez peut-être encore finir les informations ou les nouvelles que vous nous donniez de Goma avant de donner la parole au docteur pour commenter un peu les nouvelles qui viennent de suivre d'abord, hein, avant de revenir à lui. Donc, nous allons écouter d'abord le point de vue du docteur, après avoir écouté le père Alain Zadi, directeur de CEPAS à Kinshasa, et puis les nouvelles aussi de Goma qui doit finir maintenant Madame Rachel Amani. Non. Père Bojoko, vous attendez quelque chose? Alors, on n'a pas de chance avec Madame Amani. Je crois qu'elle doit avoir des problèmes sérieux de connexion puisqu'on n'entend pas sa voix. Alors, après avoir quand même suivi une partie de ce que Madame Rachel Amani a dit et puis ce que vous venez de suivre, docteur du père de Kinshasa? Georges, Oui. vous avez suivi un peu Madame Oui. Rachel Amani. Vous avez suivi aussi ce que vient de dire le père Alain Zadi, qui est le directeur de CEPAS, à propos de ces mensonges pour le centre surtout, et ça porte préjudice. Quels peuvent être d'abord vos commentaires avant de continuer avec vous? Non. Je me priverai de faire des commentaires parce qu'il y a trop de préjudices et de sentiments négatifs vis-à-vis de la situation au Congo. Vaut mieux ne pas faire de commentaires dessus pour ne pas envenimer encore les choses. Mais les journalistes là, ils portent une soutane, hein. Il se dit prêtre et tout ça. Lui, il est en concurrence, c'est pas déloyal. Hein. Donc, sans intérêt pour moi. Sincèrement, l'histoire de Goma également, c'est aussi une triste nouvelle, hein, parce que compenser les déplacements des gens de leur village par des jeux pour les distraire pendant 10 minutes, ben, je suis pas. Non, c'est pas de mon goût. Je préfère ne pas commenter ces genres d'informations parce que ça me rend plutôt triste. Ah, merci docteur, pour ça vous avez la liberté, évidemment, ça c'est aussi la démocratie. Essayez encore de voir si on peut avoir Madame Rachel, si la voix passe cette fois-ci. Ah oui, je crois que ça marche déjà. Il y a eu un petit souci de Voilà, ça connexion. marche maintenant. Un peu rapidement puisque nous devons avancer. D'accord, merci beaucoup. En fait, je crois que je lançais déjà l'information sur le festival du football qui a été nommé le festival de paix afin de pouvoir promouvoir la cohésion sociale, l'unité par rapport à tout ce que nous savons depuis les débuts de l'année 2022 sur la situation à l'Est et dans la RDC. Et donc, l'objectif, tel que je le disais, était de pouvoir utiliser le football comme un moyen de pouvoir rapprocher encore une fois cette communauté-là, de pouvoir promouvoir l'inclusion sociale, l'unité et la consolidation de la paix. Et au-delà de ça, c'est toujours dans les cadres de déplacer des guerres. Nous sommes tous au courant que nous sommes dans la saison de pluie en RDC, bon, et surtout à l'est, à Goma. Et il y a en fait les déplacés des guerres qui vivent des situations très compliquées ces derniers temps. Imaginez un peu la situation de vie où les gens sont obligés de vivre dans des abris dits provisoires à base des bâches. C'est vraiment très compliqué. La demande est trop forte par rapport à l'offre. Et du coup, malgré les efforts des organisations qui sont sur terrain, surtout des bénévoles, des activistes qui s'étaient lancés depuis l'arrivée des déplacés, ils font de leur mieux, mais voilà, il y a toujours le besoin qui est énorme. Et je me dis que c'est une occasion qui m'est offerte ce soir de pouvoir encore amplifier la voix et de rappeler que voilà, nous devons tous nous impliquer par rapport à cette question-là. Il y a les déplacés qui souffrent tellement. Nous pouvons tous ensemble trouver peut-être un moyen d'apporter un appui, de pouvoir soulager les maux de cette population-là qui souffre depuis l'année passée, donc depuis déjà 2022. C'est vraiment un moyen efficace aujourd'hui de pouvoir amplifier la voix et de rappeler que nous tous, nous avons cette obligation-là de soulager cette population-là qui souffre. Et voilà.
Je suis donc très ravie de pouvoir participer à cette émission ce soir. Et voilà, c'était les deux éléments que je voulais partager avec vous ce soir par rapport à la situation de Goma. Merci. Merci beaucoup, Madame Rachel Amani. Alors, nous allons donner peut-être le dernier mot au Père Alain Zadi, directeur du Centre CEPAS, pour essayer de calmer les gens, peut-être qui ont beaucoup d'amour pour les jésuites et puis beaucoup d'amour aussi pour le Centre CEPAS, pour dire que voilà, le CEPAS n'est pas un lieu pour fomenter des troubles au pays. Alors, Père Zadi. Voilà, merci beaucoup en tout cas de l'occasion qui m'a été offerte pour jeter un peu plus de lumière sur cette affaire. Déjà, j'insiste qu'il y a donc deux sortes d'activités, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc des activités propres au centre et des activités organisées par des tierces personnes. Donc, ce dont M. Israël Mutombo parle, c'est des activités qui auraient été organisées par des tierces personnes, c'est-à-dire par d'autres acteurs politiques et ceux qu'il cite. En tout cas, le centre de CEPAS reste un centre de référence et une fierté pour notre pays. Et par ses réflexions, par ses publications, par son engagement auprès de la population, auprès des jeunes. Et notre travail, c'est de continuer à contribuer pour la construction de ce pays. Nous voulons l'unité du pays. Ce genre de messages qui ont tendance à diviser l'opinion, à jeter le discrédit sur un centre de référence comme le nôtre, je ne pense pas que ce soit des messages constructifs. Et nous avons, à notre niveau, saisi les instances concernées pour justement nous plaindre de ce genre de message pour qu'à la longue, ce genre de situation ne se répète pas. Nous restons un centre de référence et nous continuerons à contribuer, en tout cas par tout ce que nous pouvons faire, les activités que nous organisons. Nous continuons à contribuer pour la construction d'une j'allais dire, identité nationale que nous voulons tous forte. Nous continuons à travailler pour que ce pays, la RDC, qui est notre pays, avance, aille de l'avant. Et je ne pense pas que nous avons intérêt, ou bien ceux qui fréquentent notre centre ont intérêt à vouloir organiser des activités qui déstabiliseraient quoi que ce soit. Voilà, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Père Alain. Et puis, il faut savoir que les gens qui veulent faire du mal, ce n'est pas à un endroit public, comme ce n'est pas ceux qui viendront faire des réunions. Alors, on revient à vous, docteur Djokou Darabo. Oui. Otorhinolaryngologie, de la tête jusqu'au cou. Oui. Alors, on va décrire les maladies composées dans cette partie du corps, de la tête jusqu'au cou. On commence d'abord peut-être par les maladies de l'oreille. Expliquez-nous un peu quelles sont les maladies qu'on trouve dans nos oreilles, docteur. Oh là là. On trouve toutes sortes de maladies. Hein. Donc, il y a des maladies infectieuses, des maladies cancéreuses et même inflammatoires. Mais en réalité, on ne parle pas de maladies comme ça. On parle plutôt de la fonction. L'oreille, dans son anatomie, contient l'organe de l'équilibre et l'organe de l'audition. Donc, nous, en tant que praticiens ORL qui s'occupe de l'oreille, on s'intéresse plutôt à la fonction. Et les maladies en découlent, donc nous on regarde, si la personne vient pour le vertige, on essaie de les soigner et surtout d'identifier l'étiologie, ou si la personne vient pour la perte de l'audition, on s'intéresse à cette question, mais sinon on trouve toutes sortes de pathologies, parce que des pathologies inflammatoires, infectieuses, bactériennes ou virales, et des maladies tumorales ou dégénératives comme des nérinomes ou bien il y en a toutes sortes. Donc, parler de pathologie, c'est un peu plus compliqué. Posez-moi plutôt des questions sur les fonctions des organes qui constituent l'otorhinolaryngologie. Voilà. Justement, alors, puisque ces organes, disons,
cette spécialisation a beaucoup disons, de particularités et composée de beaucoup de parties justement qui va de la tête jusqu'au cou. Et quand il y a des maladies justement dans ces parties-là, comment est-ce qu'on les découvre d'abord? Ce sont des généralistes qui consultent d'abord les malades et puis ils disent, voilà, vous pouvez avoir plutôt ces problèmes au niveau d'oreille, au niveau du nez, au niveau de la gorge, et on envoie alors chez les spécialistes, c'est ça? Non, non, non. En gros, bon, l'accès, bon, l'otorino, c'est une spécialité qui souffre un peu du manque du nombre. Du coup, l'accès n'est pas direct par ce fait, mais on n'est pas obligé de passer par le médecin généraliste pour voir un otorino. Pour parler des pathologies la plus courantes, en fonction d'âge, en ORL, on parle de pathologies d'adaptation chez les jeunes enfants. Des bébés de 3 ans jusqu'à 10 ans qui font des infections rhinopharyngées à répétition, des angines, des rhinites, des otites séreuses. Et tout ça, les mamans sont inquiètes parce que l'enfant fait de la fièvre, il se frotte les oreilles, et puis ben, ils viennent. Souvent, ils passent par les pédiatres, mais ceux qui nous connaissent, ceux qui ont déjà eu des enfants plus âgés, ils reviennent parce qu'ils savent déjà qu'ils ont un canal vers les ORL, ils viennent directement. Donc, c'est par tranche d'âge. Et par exemple, ça, c'est la pathologie la plus courante chez les enfants, que nous appelons la pathologie d'adaptation, parce que l'otorhino constitue une interface entre les milieux ambiants et les orifices latéral du corps humain, notamment la bouche, le nez, et par ces voies-là pénètrent toutes sortes de pathologies, de microparticules qui génèrent le premier contact avec le corps humain. Il y a cette interface des muqueuses oropharyngées ou nasales qui constitue la première barrière avec l'anneau de Waldeyer, qui sont les amygdales autour de l'oropharynx, qui sont également au niveau du nez qu'on appelle des végétations. Et ce sont les premiers contacts qui constituent la réaction immédiate des anticorps sécrétoires. Dans la salive, on trouve des anticorps sécrétoires et qui constituent la première barrière et défense du corps humain. Et ce système évolue avec l'âge, avec la passation du pouvoir, par exemple. Après, les amygdales ne servent plus à grand-chose parce que le système immunitaire est déplacé vers les os beaucoup plus grands. C'est ainsi de suite. Donc, on peut en parler des pathologies. Bon, moi, par exemple, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est trouble de l'équilibre du jeune au sujet âgé, des chutes à répétition. Non, non, les champs de l'ORL est très, très vaste. Oui, très vaste, docteur, justement. C'est très vaste puisque on parle seulement, disons, si je dois faire les gestes, c'est seulement cette partie ici, mais il y a beaucoup de maladies. Alors, parlons par exemple d'une maladie dont beaucoup souffrent, docteur. C'est l'histoire des sinusites et ça fait aussi partie des ORL, non? Oui. Alors, sinusite, ce mot, il est un peu abusif parce que habituellement, tu entends tout le monde parler de sinusite, sinusite, sinusite. Eh bien, souvent, ce sont des rhinites inflammatoires. Donc, les nez et les sinus, ce sont des compartiments qui sont bien séparés avec des fonctions tout à fait différentes. Par exemple, dans les nez, vous avez la partie basse essentiellement respiratoire et la partie haute du nez dans les fentes olfactives qui est l'olfaction. Et dans les sinus, c'est la fabrication des gaz qui favorise les échanges et la défense immunitaire dans les sinus. Ce sont des cavités vides et qui génèrent un gaz qu'on appelle NO. Et ces gaz-là, ça supplée la respiration et en même temps, ça constitue un système de défense au niveau du sujet. Bon, l'ORL s'intéresse également, par exemple, à la thyroïde. C'est aussi une pathologie qui nous intéresse. C'est une glande
qui fabriquent l'hormone thyroïdienne. Alors, puisque vous parlez de la thyroïde, justement, là, je saute dessus directement. Oui. Bon, quelle différence, puisque j'ai été à un certain moment concerné par cette histoire, et quelle différence alors on peut faire entre un endocrinologue et un otorhinolaryngologiste, puisqu'on dit aussi laryngologue, quelle différence entre les deux spécialistes? Donc, pour me reprendre, je disais... Il y a la collaboration entre vous deux. Pour me reprendre, Père Boudjoko, je vous ai bien compris, nous sommes des médicaux chirurgicaux, mais dans nos milieux où nous exerçons en collaboration avec les endocrinologues. Sincèrement, la maladie de base d'eau, avant qu'elle devienne chirurgicale, on les confie d'abord, par exemple, aux endocrinologues qui savent jongler les hormones, les dosages des hormones et la thérapie médicale. Mais la thyroïde, elle nous intéresse davantage quand elle devient, par exemple, toxique. Avec des complications au niveau des muscles oculaires. Ça crée cette tension, l'exophthalmie, quand elle devient compressive au niveau de la trachée, quand elle devient disgracieuse parce qu'elle est trop grosse. Et ça, l'endocrinologue nous passe volontiers la main. Et nous le partageons avec certains chirurgiens qui font, par exemple, sur les parathyroïdes. Donc, ce sont des glandes qui sont derrière, qui gèrent les calcium et tout le reste. Donc, on travaille ici en collaboration. En tout cas, ici en Europe, tu ne peux pas faire la chirurgie thyroïdienne sans avoir un endocrinologue de confiance sur qui compter et collaborer avec. Voilà. Alors, nous allons un peu vous arrêter, puisque comme ce sont des choses un peu plus complexes, plus compliquées, que vous vous sentez à l'aise, mais de toute façon, nous autres, nous sommes ignorants. Nous allons revenir, le temps de calmer un peu les choses pour que les gens puissent comprendre. On change un peu le sujet, l'ambiance. Voilà. On ne change pas de sujet, mais on change peut-être un intervenant. Nous allons maintenant... voir un peu notre rubrique juridique pour écouter Maître Prisque Dipinda pour voir qu'est-ce qu'il nous a réservé aujourd'hui. On le suit, docteur, avec vous. Oui, avec attention. Merci beaucoup. Alors, Maître, qu'est-ce que vous nous dites aujourd'hui? D'accord. Merci beaucoup pour cette invitation. Ce soir, on va aborder la question de la protection du consommateur, qui du reste n'est pas très éloignée avec les enjeux à l'ORL, parce qu'au fait, le consommateur peut être défini comme étant la personne physique qui agit ou qui accepte une offre de biens ou de services qui n'entre pas dans le cadre de son exercice professionnel. Ça veut dire, dès lors qu'une personne physique achète ou encore contracte quelque chose qui n'est pas en lien avec ce qu'il fait comme travail, il est considéré comme étant consommateur. Alors, à ce juste là, le droit reconnu à des consommateurs remonte de 1960 avec Consumer International, qui est en fait une ancienne appellation de l'Organisation internationale des Nations Unies pour les droits des consommateurs. Mais c'est à partir de 1983 que l'on reconnaît à chaque 15 mars la Journée internationale des droits des consommateurs. Alors la question qui se pose, quels sont justement ces droits qui sont reconnus aux consommateurs? On cite parmi ces droits le droit à la sécurité. On dit que le consommateur doit être protégé contre tout produit ou encore contre tout processus ou service qui peut entraver à sa vie ou encore à sa santé ou encore à son équilibre financier. Après, nous avons le droit à l'information. Le consommateur doit être informé sur les composants d'un service, le composant d'un produit pour lequel il est en train d'acheter ou encore de se procurer. Après, on a le droit au choix. Le consommateur doit disposer de la possibilité de pouvoir choisir librement les biens auxquels il veut souscrire. Nous avons le droit d'être entendu. Ça suppose le fait que le consommateur doit être représenté dans toutes les instances de prise de décision pour que ses intérêts soient pris en compte dans les décisions qui sont prises. Après, nous avons le droit à l'éducation. Le consommateur doit avoir assez d'informations, assez de connaissances
et des techniques qui vont lui permettre à être de plus en plus averti sur des biens et des services qui sont sur le marché. Et l'un des droits qui est fondamental, c'est le droit à la réparation des torts. Dès qu'un consommateur subit un préjudice, il doit avoir la possibilité de voir une réparation. Et le dernier de droit, s'il faut le dire ainsi, c'est le droit à la satisfaction de besoins de base. On y voit par exemple le droit à l'accès à l'eau potable, à l'électricité, à des soins de santé. Donc, le consommateur, à juste titre, dispose de ce droit. Mais il ne se suffit pas seulement en termes de droit. Le consommateur a aussi un certain nombre de devoirs qui lui est reconnu. Nous avons par exemple le devoir d'être averti. Le consommateur doit s'efforcer à obtenir les informations sur le marché. Il a aussi le devoir d'être actif. Ça veut dire, dès lors que le marché est biaisé, il doit se mettre en action pour pouvoir défendre ses droits. Et notre devoir, psychologiquement responsable, doit avoir au niveau de l'environnement consommé. Et le dernier devoir, c'est pas d'être tout avoir le courage là de pouvoir pour pouvoir mener des questions de manière. Donc, alors, maître, oui, oui, merci beaucoup, mais on ne sait pas, il y a un peu un souci avec les sons, hein, à un certain moment, ça ne sort pas bien, mais on essaie un peu de suivre. Donc, les droits des consommateurs, et si vous pouvez juste finir, puisque espérons que la voix sera maintenant un peu plus stable. Ah, d'accord. Nous avons le droit à la sécurité, le droit à l'information, le droit au choix, le droit d'être, le droit à la réparation du tort ou encore des préjudices et le droit à la satisfaction. Ce sont là des principaux droits qui sont connus aux consommateurs. Voilà, merci beaucoup, maître, pour cet aspect juridique. On va revenir à notre invité du jour, le docteur Ndoku Darabou. Je crois que cette fois-ci, il dira quand même quelque chose, puisqu'on parle des droits de réparation du corps, les droits à la santé. Quel est un peu le commentaire venant du docteur quand il a suivi maintenant les droits des consommateurs, puisque bon, la santé, c'est aussi une sorte de consommation. Docteur. Oui, ça c'est très intéressant, très intéressant parce que c'est l'information qui manque souvent. Nous qui avons de la famille encore au pays, à chaque fois que quelqu'un t'envoie un message, je suis malade, envoyez-moi tel médicament, et on observe, et c'est quasi général chez tout le monde, le manque d'information. Ici, les patients est devenu partenaire des soins. Il n'y a pas d'autorité par rapport du médecin par rapport au patient. Vous partagez la décision thérapeutique avec les patients, qui implique d'abord une information complète, exhaustive sur sa pathologie, sur les possibilités de soins, et vous devez détailler au patient toutes les possibilités existantes pour soigner sa maladie. Et au patient de choisir la technique qu'il préfère, et vous avez l'obligation de l'aider à comprendre quelle est la meilleure solution pour lui. Le premier droit pour les patients ici, c'est le droit à l'information. Le deuxième droit, c'est le droit de partager la décision thérapeutique. Le médecin ne peut pas s'imposer. Le médecin ne peut pas passer pour quelqu'un qui connaît tout et qui a un ascendant sur les patients. Ça ne doit pas exister. Nous n'avons pas l'obligation du résultat, par contre. Mais nous avons l'obligation des moyens, ce qui est exigé à un praticien. C'est-à-dire quelqu'un qui souffre, vous devez lui expliquer les pathologies, vous devez faire recours aux confrères qui complètent votre connaissance sur la pathologie, vous devez faire appel à des examens objectifs pour confirmer
pendant que nous, on faisait notre médecine, la chirurgie, on faisait de la chirurgie exploratrice, ces mots n'existent plus, ou du moins dans la réalité, parce que maintenant nous avons des examens, des technologies qui nous permettent de savoir et d'anticiper à quoi s'attendre. Donc, et tout ça, vous devez informer les patients. Et si les praticiens trouvent qu'il est limité sur le choix thérapeutique qu'il propose aux patients, il doit les confier à un confrère qui a plus de moyens, plus de connaissances, plus d'aptitude à soigner les patients. Donc, le droit à l'information, c'est très, très, très capital. C'est quelque chose C'est l'essentiel, c'est l'essentiel. Et voilà. C'est comme ça qu'on essaie ici dans les dialogues avec, d'amener un peu tout le monde, les gens du droit, les gens de la médecine, les gens de l'information, pour qu'on puisse travailler en collaboration. Alors, docteur, revenons un peu à vous. Merci beaucoup, Maître Priest Dipanda, pour cette contribution. Revenons un peu à vous, docteur. Donc, dans le domaine qui est le vôtre de l'otorhinolaryngologie, oui. quelle est disons, quelle est la partie qui souffre un peu plus? Quelles sont les parties disons, les organes de cette partie du corps qui souffrent plus, selon vous? Oh là 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 là, non, je pense que c'est équitable, c'est réparti, hein, c'est partout, 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 partout. Non, non, non. Sincèrement, je n'ai pas de chiffres statistiques, mais comme j'ai dit tantôt, c'est un carrefour. C'est un carrefour et une interface de contact immédiat. Vous savez, le reste du corps est protégé par la peau. Mais nous sommes dans les orifices qui communiquent avec l'extérieur. Et subissent des agressions tout le temps. Tout le temps. Nous avons par exemple. Alors, nous avons perdu notre invité. Je crois que le problème va se résoudre rapidement. Il va revenir vers nous. Heureusement, nous avons notre correspondant en France, le professeur Alfred Chango. Et nous allons un peu nous rendre donc en France pour avoir les nouvelles avec le professeur Alfred Chango, qui est notre correspondant en France. Professeur Alfred. Merci beaucoup. Bonsoir à tous les auditeurs, téléspectateurs qui suivent l'émission en direct. Comme vous le savez, la France est préoccupée aujourd'hui par le remaniement gouvernemental qui a eu lieu tout récemment, le 11, avec la nomination d'un nouveau gouvernement. Le gouvernement d'Elisabeth Borne a démissionné donc tout récemment. Et comme vous le savez, c'est à la suite de toute une séquence politique très intense. Hein, depuis qu'elle est arrivée à Matignon, il y a près de 20 mois. Elle a réalisé un certain nombre d'objectifs que le président de la République, Emmanuel Macron, lui avait confiés, notamment la loi sur les retraites, l'assurance chômage, sur le nucléaire et puis les énergies renouvelables, et tout récemment sur l'immigration. Alors, le président de la République, donc Emmanuel Macron, a voulu tourner la page, donner une nouvelle dynamique à sa politique, et c'est de cette manière-là qu'elle a demandé au Premier ministre, à l'ancienne Première ministre, Elisabeth Borne, de... Oui, alors, un peu de patience. Alors, docteur, ne touchez pas, vous êtes en ordre maintenant, le temps qu'on finisse avec le professeur Alfred. Et puis, il y a eu quelque chose, ça, ce sont des soucis techniques, disons, des soucis techniques qui peuvent arriver à tout le monde. Et ne vous en faites pas, c'est la technologie. Hein. C'est comme aussi le corps peut tomber malade, mais la technologie peut parfois ne pas marcher. Alors, on finit d'abord avec le professeur Alfred, qui est notre correspondant en France, et puis on va revenir à vous. Voilà, donc je disais, bon, ici en France, effectivement, le Premier ministre, c'est le fusible que le président de la République utilise chaque fois qu'une séquence politique s'achève et qu'il veut lancer une nouvelle séquence politique, ou alors quand
il y a des tensions politiques qui persistent et donc il fait sauter le Premier ministre. Alors la séquence actuelle, vraiment, après les 20 mois d'Elisabeth Borne à la tête du gouvernement, a été quand même assez rude parce que la Première ministre ne voulait pas démissionner. Elle voulait continuer, mais le président de la République voulait donner un nouveau cap, un nouvel élan à son gouvernement. Et d'ailleurs, quand on voit la lettre de démission qu'elle adresse au président de la République, on sent effectivement de la part de Madame Elisabeth Borne une forme d'amertume. Je dis quelques mots juste de ce qu'elle a dit au président. Monsieur le président de la République, vous m'avez fait part de votre volonté de nommer un nouveau Premier ministre. Et donc, ça commence comme ça, sa lettre de démission. Et puis, le président lui répond par un tweet et il nomme un de ses fidèles, lieutenant Gabriel Attal, au poste de Premier ministre. Alors, il a deux missions au fond, Gabriel Attal. Le premier, bien évidemment, les élections européennes qui se profilent à l'horizon au mois de juin prochain. Et puis, il y a 2027 pour la prochaine élection présidentielle ici en France. Et donc… Merci beaucoup. Hein. Peut-être nous allons, puisqu'on est en train de compter le temps là, vous restez encore avec nous, hein, professeur. Merci pour ces nouvelles de la France, en tout cas, des changements dans la tête du gouvernement. Et tel que je connais les docteurs, donc il évite des questions politiques, mais nous allons d'abord revenir à lui pour parler un peu de son domaine des l'otorhinolaryngologie. Alors, docteur Darabou, voyons un peu, quand vous devez opérer une partie comme ça sensible du corps, une partie sensible, ça signifie que vous avez quand même affaire à l'oreille, au nez, à la langue, des histoires comme ça, ce sont des parties sensibles. Est-ce que c'est facile? Oui. C'est question d'entraînement. Et puis, non, il faut s'y préparer. Il faut, sous réserve quand même, de notre temps, on ne fait plus l'ORL comme dans l'ancien temps. On avait un professeur qui était professeur d'oreille, du nez et du larynx. Actuellement, on se cantonne plus ou moins dans une spécialité, dans la spécialité, et les restes, on fait les choses les plus, je dirais, superficielles. Donc, moi, je m'étais intéressé à l'oreille, donc j'opérais plus les oreilles et ce qu'on appelle l'ORL général, c'est-à-dire les amygdales, les végétations et l'endonasal. Donc, en réalité, on ne fait pas tout. Bon, dans la chirurgie cervicale, on s'intéresse aussi à la thyroïde parce que en périphérie, encore il y a quelques temps, on opérait un peu plus facilement, mais maintenant les règles, on nous ramène à ne plus opérer, par exemple, des lésions tumorales de moins de 1 cm dans la thyroïde, puisque ça pousse si doucement et qu'on n'y touche pas. Donc, on le laisse évoluer, on le surveille par l'imagerie. Donc, normalement, tu opères ce que tu maîtrises. Ici, il y a la protection du consommateur, comme disait notre collègue avocat. Vous ne pouvez pas vous amuser avec la santé de quelqu'un parce que vous aurez des comptes à rendre. Donc, vous opérez ce que vous maîtrisez. Mais voilà, ok, mais disons, merci beaucoup. Hein, ça, c'est vraiment bien dit. Vous opérez ce que vous maîtrisez. En tout cas, c'est très important, ça, docteur. Alors, nous nous rendons aussi rapidement en Allemagne pour avoir quelques nouvelles de l'Allemagne, puisque nous avons notre correspondant là-bas qui nous donne un peu rapidement les nouvelles d'Allemagne. Puis après, nous nous rendrons aussi en Espagne. Avant de faire revenir encore une fois, Mme Patricia Femouni, avec les autres, nous allons essayer de poser aussi quelques questions au docteur, puisque c'est quand même, tout le monde peut être malade, disons une partie de la tête au cou de chacun de nous peut être malade comme ça. On a le docteur, là, ce n'est pas une consultation, ça ne sera pas une consultation, mais quand même des questions sont essentielles, puisque nous tous, on peut avoir un peu mal à l'oreille, un peu mal au nez, à la langue, et ainsi de suite. Alors, nous allons d'abord en Allemagne pour avoir un peu rapidement avec notre correspondant en Allemagne quelques nouvelles. Rapidement.
Alors, je ne sais pas si notre correspondant en Allemagne nous attend. C'est à vous la parole maintenant. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Non, il a des problèmes de connexion, alors ce n'est pas grave. Alors, nous allons essayer encore de continuer. Et alors, nous nous rendons peut-être, c'est mieux, nous nous rendons plutôt en Espagne pour apprendre les nouvelles d'Espagne avec notre correspondant. Je crois que ça ira mieux pour lui. Yves Cacha, quelles sont les nouvelles d'Espagne aujourd'hui? Bonsoir. Au titre, d'abord, c'est la grosse vague de froid qui s'abat sur l'Espagne. Il neige dans les altitudes, mais dans le sud de l'Espagne, il fait très beau. À certains endroits, il y a 18 degrés, 19 degrés. C'est à se demander si on est vraiment en Europe. D'où la fameuse phrase de Jacques Chirac qui disait que l'Espagne est le pays africain le plus proche de l'Europe. Je crois qu'il avait raison. Sur le plan politique, disons que comme je vous avais dit le mardi, il y a une grosse bataille au niveau du Parlement espagnol pour faire passer certains décrets. Et sur les 3 décrets phares qui devaient passer, il y a 2 qui sont passés. Le premier, c'était le décret sur disons, le paquet de décisions contre la crise économique. Le deuxième, c'était un ensemble de décrets qu'on appelle de omnibus. C'est un décret qui a à voir avec le secteur énergétique, le secteur agricole. Rien que pour vous donner un exemple, il y a une année de cela, le gallon de 5 litres d'huile d'olive coûtait à peu près 25 €. Aujourd'hui, il est à 50 €. Donc, la situation est vraiment pénible et le gouvernement a obtenu des Catalans de Junts la suppression de certaines taxes pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut réduire ces prix-là. Dans le même cas, disons, cependant, des 3 lois qui devaient passer, il y a une qui n'est pas passée, c'était celle qui avait à voir avec le chômage. Et le plus drôle dans l'histoire, c'est que c'est le parti Podemos, qui est un parti communiste, disons un parti des travailleurs, qui était à la base du refus de cet accord. On a renvoyé le texte pour toilettage au niveau de la commission légale du Parlement, et on espère que dans les jours qui suivent, on va pouvoir la représenter au niveau du Parlement. Il y a aussi une chose qui frappe mon attention ces derniers temps ici en Espagne, c'est l'impact qu'a eu la plainte qu'a déposé le gouvernement sud-africain pour génocide contre le gouvernement israélien. Ici, il y a certaines familles je vous rappelle que nous sommes en Espagne. L'Espagne, c'est un grand pays catholique. Il y a des familles de prêtres qui avaient été tués au Rwanda, qui sont en train d'étudier la possibilité de porter aussi plainte contre l'actuel gouvernement rwandais pour les crimes qui se sont commis lors du génocide et qui avaient entraîné la mort de 8 citoyens espagnols qui étaient des prêtres et des sœurs là-bas. Dans un autre registre, ça a à voir avec les grands voyageurs que nous sommes. Il y a deux citoyens espagnols qui sont actuellement aux arrêts en Thaïlande. Le premier, il a été impliqué, c'est un cuisinier, il a été impliqué dans un dossier de transport de drogue qu'il nie. Et le deuxième, c'est le fils d'un grand acteur qui lui a été accusé d'un meurtre. Et finalement, le gouvernement espagnol est en train de faire voir à la population que la police thaïlandaise a manipulé certaines preuves contre ses citoyens. Donc, ce sont des affaires qui sont en cours. Ma petite analyse de la chose, c'est qu'il faut éviter d'aller dans ce genre d'endroit parce qu'on ne sait pas avec qui on va dealer là-bas. Nous sommes en Espagne, on doit parler nécessairement de sport.
les clubs espagnols sont en train de se plaindre parce qu'avec la Coupe d'Afrique des Nations, il y a beaucoup d'internationaux qui ont été convoqués par leur sélection. Et les grands cadors de la Liga, que ce soit la première division, la deuxième division, sont en train de pousser la Fédération espagnole de football, de demander à la Confédération africaine de football d'essayer de voir dans la mesure du possible si on peut mettre le championnat d'Afrique en été, pendant que les autres sélections aussi jouent des compétitions internationales, de manière à ce que les championnats ne soient pas affectés par la situation de la compétition africaine. Alors, merci beaucoup Yves. Et puis alors, dimanche, il y a la finale de la Superliga. Alors, ce sera Real Madrid contre Barcelone. Nous allons nous retrouver. Merci beaucoup pour ces nouvelles qui nous viennent d'Espagne. Alors, docteur, il y a encore une question avant que je ne fasse entrer aussi les autres pour pouvoir poser des questions, hein, puisqu'on vous a écouté. Je crois que notamment Madame Patricia Temouni aura des questions à vous poser, tout comme le professeur Shango et aussi Yves Cacha depuis l'Espagne. Alors, une question un peu bête, hein, peut-être, je trouve ça bête, mais pour le domaine de santé, ça vaut la peine. Est-ce qu'il y a une différence des problèmes de ORL entre des races, par exemple? Les Africains peuvent avoir des problèmes différents que les Européens, selon vous? Ah oui, la grosse blague, et c'est réel. Je vois en consultation très souvent des enfants métissés et des enfants noirs qu'on me ramène, des parents affolés. Ah, ils ont un polype dans le nez. Ils ont un polype, ils ont une masse dans le nez, ça gonfle. Alors, dans le nez, sachez que nous avons ce qu'on appelle des turbines ou des cornets. Et ce sont des reliefs pour que l'air que nous respirons ne soit pas en position linéaire. Il faut qu'il y ait une turbulence pour respirer. Afin que l'air qui rentre dans le nez puisse passer dans ces méandres, être conditionné, filtré et simplement laisser passer des particules d'une certaine taille pour ne pas créer des maladies comme la silicose, des choses comme ça au niveau du poumon. Alors, les Africains, ils ont une particularité, comme nous avons un nez épaté, nous avons les cornets qui sont un peu globuleux. Et les Européens ayant un nez un peu effilé, ils ont... Donc il y a bien une différence des cas de maladie dans votre domaine de ORL. Oui, mais ça c'est la plus amusante parce que les parents ils viennent tout affolés. Vous savez, il y a par exemple des mycocèles au niveau du nez, donc c'est des petites masses qui peuvent pousser à travers le nez et sortir dans un ostium, dans un trou, et qui peuvent être dangereuses parce que ça peut être par exemple une masse qui vient du cerveau. Chez les bébés, c'est tout petit. Le cerveau est à proximité. Donc, si quelqu'un vient avec un polype au niveau des fosses nasales et qui gonfle par moment et qui diminue à un autre moment, et les parents sont tout affolés parce qu'ils vont chez les pédiatres disent « Oh là là, il a un polype, il faut voir rapidement un ORL. » Et ils arrivent, je rigole, je dis hey, « Tiens, vous êtes passé par un Africain à côté ou quoi ?» Alors, du coup, je soulève l'aile du nez, je lui montre, non, nous avons une différence anatomique. Donc, nos cornets sont plus globulés, tandis que chez eux, c'est plus effilé. Donc, ça, c'est une des conséquences. Et puis, par exemple aussi, nous, les Africains, pour rentrer dans un autre domaine qui concerne et qui est maintenant à la mode ici, la rocopathie et l'apnée du sommeil. Nous, les Africains, nous avons souvent une grosse base de langue. Et quand on se couche sur le dos, la langue, elle bascule, elle donne des ronflements et des apnées du sommeil. Et c'est une pathologie qu'il faut explorer. Et autre chose, la thématique, puisque nous sommes là pour parler du Congo, la télémédecine qui commence à se développer. Déjà en France, les spécialités commencent à être rares. Il est essentiel que notre pays puisse s'équiper de ces systèmes de télémédecine pour que ça puisse profiter à tout le monde et que les spécialistes sur place au pays puissent partager les images
en direct ou même des cabinets de consultation de médecine générale, avoir des heures d'horaire où on peut partager les images en direct avec un spécialiste à l'étranger, aux États-Unis ou n'importe où. Et ça pourrait être utile. Docteur. Donc, j'avais bien raison de poser cette question qu'il y avait quand même une différence du point de vue maladie dans le domaine aussi de ORL, comme aussi d'ailleurs pour tant d'autres maladies, qu'il y a des différences. Parfois, les Africains souffrent différemment de certaines maladies que les Européens. Merci beaucoup. Je pense qu'il nous reste encore une dizaine de minutes pour clôturer aujourd'hui. Quand même, on ne peut pas épuiser. Non, c'est pas possible. Disons, le domaine de ORL aujourd'hui, c'est tellement immense. Alors, je vais voir peut-être que les autres collaborateurs, des correspondants et des responsables de rubrique ont aussi une question ou des questions. Et rapidement, nous avons 2 minutes. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a une question? Madame Patricia, vous avez une question? Oui, bien sûr. Vous m'entendez? Oui. Voilà, oui, on vous entend. Merci. Merci. Alors d'abord, merci au docteur pour la transmission. Je pense qu'on a tous appris, en tout cas pas dans les détails, une nouvelle fonction et une nouvelle spécialisation de la médecine. Et je pense que c'est important de partager ce genre de moments où on ne sait pas, parce que ça fait partie aussi de notre vie de tous les jours. Moi, j'ai des enfants et je ne savais pas que il y avait, par exemple, un spécialiste pour ces parties-là de notre anatomie. Donc, c'est très important. En fait, je vais poser une question au docteur, mais c'est plus une question de sa vie de tous les jours, en fait. Parce que je me dis que, bon, dans sa fonction, dans votre fonction, docteur, vous voyez beaucoup de personnes, vous voyez beaucoup d'individus, des personnes qui ont des histoires, etc. Et j'aimerais que vous partagiez avec nous, en tout cas brièvement, sans citer les noms, une anecdote comme ça qui vous a marqué ou une histoire d'un patient que vous avez soigné et avec qui peut-être vous avez gardé contact ou non, mais en tout cas quelque chose qui vous a marqué dans votre fonction. Merci. Oh là là. Le problème, ce sera de trouver lesquels. Non, il y a tellement de... Ah oui, il y en a tout plein de... non. Je n'ai pas un cas précis, mais c'est simplement, je dirais aux jeunes gens qui veulent faire la médecine, s'ils veulent vraiment faire la médecine comme nous l'avons fait, nous, de notre état, qui était une passion, c'est vraiment aimer son métier, parce que vous partagez beaucoup de choses avec les patients. Vous partagez, on a le temps de se confier et quand on a fini sa journée, tu te dis, ouf, que j'ai beaucoup de chance, que je n'ai pas tout ça. C'est ça, surtout ça. C'est surtout ça, parce que on n'entend pas que de bonheur. Hein. Je pense que quand les parents qui viennent, quelqu'un qui vient parce qu'il a une angine, et tu lui dis, ben, écoutez, quand vous dormez la nuit, comment vous avez aussi des difficultés, tout ça. Moi, je dis, non, mais écoutez, va voir. Ça, c'est la nouvelle qui m'a plus marqué. C'était des gitans. Et ils sont venus pour un problème d'amygdale et je les ai examinés. Finalement, en écoutant l'histoire de l'enfant qui courait, j'ai dit non, vous devez voir un cardio. Et il avait une pathologie de Bottal, donc une communication interventriculaire qui n'était pas fermée. Quand je les ai orientés des forces pour aller voir un cardiologue, et ils sont revenus plusieurs années après pour me dire « Grand merci, vous avez sauvé notre enfant ». Et puis une autre histoire. La plus récente, c'était un ami qui vient chaque fois, mais j'ai des vertiges, j'ai mal de tête, j'ai déjà fait des IRM, c'est normal, on m'a déjà dit c'est normal. Et un jour, il vient, il me dit, en m'élevant, en montant les escaliers, j'ai des vertiges et tout ça, ainsi de suite, examine-moi vite fait. Je lui dis, écoutez, cher ami, cette histoire a trop duré, maintenant je vais te faire. Parce que l'IRM, c'est un problème qui se pose dans toute la médecine en Afrique et partout. Les examens doivent être orientés, les radiologues doivent être renseignés de l'organe et de ce qu'on veut trouver. Comme on disait autrefois, on ne trouve que ce qu'on cherche. On ne doit pas faire un IRM, un scanner, sans orienter, sans préciser,
ce que tu cherches. J'ai dit à ses collègues, à cet ami, je lui dis, écoutez, cher ami, cette fois-ci, je t'envoie dans un centre universitaire, on va te faire un IRM qui va me chercher un couple artério-veineux au niveau de la PICA, donc artère postérieure cérébrale, qu'on appelle PICA, et on saura, cette fois-ci, si tu ne vas pas là-bas, ne viens plus me voir pour tes problèmes des acouphènes et des vertiges. Il est parti, je l'ai revu 3 mois après. Comment? En attendant de bruit au secrétariat. Il s'est disputé avec la secrétaire parce qu'il voulait me voir en personne. L'autre dit, vous n'avez pas de rendez-vous. Il a dit, je vais le voir. Et du coup, je le vois, il m'amène une grosse bouteille. Il me dit, mais quoi? Il dit, mais tu sais que je suis allé à Nancy faire ce TRM, je ne suis pas rentré. On m'a gardé pour un anévrisme qui était en train de rompre. Wow. J'étais opéré sur le coup. Et ce sont des expériences comme ça. Ne jamais voir un ami entre des consultations. Il faut que ça soit pris au sérieux. Quelle que soit la plainte, aussi léger que ça soit, au sérieux, examiner correctement. Vaut mieux refuser une consultation que de le faire entre des portes. C'est ça, le sérieux, c'est ça. Merci beaucoup, docteur. Merci. Merci, Madame Patricia, pour la question. Alors, peut-être Madame Rachel Amani aussi a une question au docteur. Rapidement, ce n'est pas une consultation, hein, mais des questions quand même de curiosité, même intellectuelle. Ah oui, merci beaucoup. Mais comment vous avez su que je pouvais poser une question genre consultation? Parce que moi, j'ai un problème ORL et c'est une opportunité pour moi de faire face à un spécialiste dans le domaine. J'ai déjà fait des examens médicaux et on m'avait dit que j'ai une rhinite allergique. Et souvent, on m'avait donné en fait les éléments qui peuvent être à la base ou qui peuvent causer l'allergie. Et on m'avait demandé de ne pas être en contact avec les allergènes, ces allergènes donnés. Alors, souvent, je peux ne pas être en contact avec les allergènes, mais j'ai fait l'allergie. Je ne sais pas alors comment je peux définir cela parce que souvent, en période de saison sèche, par exemple, il n'y a pas de froid. Il y a peut-être la poussière, mais je peux ou ne pas faire l'allergie. Et quand, par exemple, il fait froid, je ne fais pas l'allergie. Donc, ça dépend. Je ne sais pas maintenant, ça dépend de quoi. J'aimerais savoir comment faire dans ce genre de situation. S'il est pas pratique, l'allergie, il faut être documenté. Et je ne pense pas que ça soit documenté chez vous parce qu'on n'a pas fait des dosages des immunoglobulines E et chercher aussi faire les tests cutanés, les pistes, tout ça. En gros, même ici, on n'arrive pas à faire tous ces tests très souvent. Le meilleur des traitements quand on parle de l'allergie, c'est l'éviction, c'est-à-dire éviter les pneumo-allergènes. Mais il y a des allergies qui sont pérannuelles. Vous avez parlé de la poussière. Ici, chez nous, par exemple, en Europe, on parle de la poussière des maisons, des acariens. Donc, vous l'avez toute l'année. Cette poussière que si c'est les gaz du gasoil auquel vous êtes allergique, vous ne pouvez pas l'éviter. Il y a aussi des produits domestiques, vos savons, vos produits de toilette, tout ça, ça peut intervenir. Et parfois, ce n'est même pas une allergie, c'est seulement une inflammation. Parce que l'allergie, c'est une forme de l'inflammation. Mais il faut que ça soit documenté pour porter ces noms-là. OK? Sans document, vous ne pouvez pas dire que j'ai une rhinite allergique annuelle, saisonnière. Si c'était encore correspondant à une saison, on peut le dire. Mais si ça vient en désordre, ça peut être une intolérance, une inflammation à un produit quelconque. Et l'hygiène, ce qu'on conseille ici, c'est le lavage du nez. Comme on dit, s'il n'y a pas de combattant, il n'y a pas de guerre. Donc, vous lavez, vous diminuez les contacts entre la muqueuse nasale, la muqueuse buccale et l'allergène. Il n'y a que ça à faire. Tous les soirs, avant de dormir, nettoyer le nez, nettoyer la bouche et échanger, enlever les habits avec lesquels vous avez été promené dehors. Comme ça, et comment on lave le nez? Pardon? Comment on lave le nez?
Les musulmans le savent, ils font des abductions. Voilà, merci beaucoup. Avec une seringue, vous Merci l'avez. beaucoup, docteur, pour cette réponse. On a pris beaucoup de temps, on passe aussi aux autres. Peut-être que le professeur Alfred Deschango a aussi une question. Lui qui en France a beaucoup plus de possibilités de rencontrer donc le docteur Ndjoku, Georges Darabou. Alors, vous avez les soucis de voix, les soucis de voix, professeur Alfred, on ne vous attend pas. Nous allons en Allemagne, non pas en Allemagne. Non, j'avais coupé le micro. Ah, voilà. Vous avez coupé le micro. Maintenant, ça marche, alors vous avez la parole. Non, mais je disais tout simplement, avant de poser ma question, je vais détendre un peu l'atmosphère. Vous savez, quand on était enfant à Kinshasa, on avait un chant qu'on chantait souvent, Danki. Kende na yo miyo yepola, danke, kende na yo miyo yepola. Alors, évidemment, parce que, ben oui, les rhénites, ça coulait, et puis, donc voilà. Non, moi, ma question, c'est plutôt par rapport à la SFOREL et l'AFMED. Je ne sais pas si tu es en contact avec l'AFMED, qui est l'association... Entre parenthèses. Oui. Entre parenthèses. Oui. Entre parenthèses. Oui. Entre parenthèses. D'accord. Bon. Oui. Et à ça, et puis pour terminer, juste, est-ce que tu connais un peu le nombre d'ORL qu'il y a au Zaïre, enfin au Congo? Ah oui, oui, Femba, Madame Femba, que j'ai connue à Bruxelles quand on faisait tous notre spécialité. Et les autres sont plus jeunes. Et j'ai connu un qui est décédé il n'y a pas longtemps à Mamayemo, qui avait un contact facile. Sincèrement, non, je ne connais pas. Et j'ai vu un jeune qui venait du Chaba, je l'ai vu en Côte d'Ivoire, de l'université de Lubumbashi. Eh ben, on n'a pas eu l'occasion de parler. Bon, ce sont des jeunes. D'accord, merci. Et voilà, donc nous allons aussi voir si du côté d'Espagne, il y a une curiosité du point de vue l'otorhinolaryngologie. Non, moi j'ai trois curiosités, profitant de la présence du docteur. Docteur, moi j'ai 3 enfants. Et à l'une d'entre elles, on avait détecté, on a opéré de végétation. Et je voulais savoir si c'est un caractère, disons, c'est quelque chose de génétique pour les 2 autres qui restent, si on doit veiller sur ça ou pas. Ça, c'était ma première préoccupation. La deuxième, c'est par rapport au lavage de nez. Dernièrement, j'ai vu, il y a eu une annonce où on disait qu'on ne peut pas laver le nez avec n'importe quoi. Et s'il fallait avoir de l'eau salée. Il semblerait qu'il y avait une bestiole dans l'eau en question qui bouffait le cerveau de la personne. Est-ce que c'est vraiment ou bien c'est du troisième, c'est par rapport à la fameuse histoire de séringage. À Kinshasa, vous avez un petit... On vous pompe les oreilles avec une grosse seringue. Est-ce que c'est normal? Oui, c'était une vieille pratique. Maintenant, on a déconseillé pour la simple raison que les personnes peuvent avoir. Le seul danger, c'est d'être traumatique. Et le deuxième danger, s'il y a déjà une perforation tympanique, vous inoculez les microbes dans l'oreille moyenne qui est normalement censée être stérile. Et l'oreille moyenne communique avec le cerveau. Nous avons le tegmen, c'est-à-dire l'os qui sépare l'oreille moyenne et le cerveau est de quelques millimètres. Et les nerfs communiquent directement avec le lobe temporal. Donc, la carotide est à côté de la caisse du tympan, la grosse veine sigmoïde au niveau de la massoïde. C'est vraiment l'oreille, vraiment le cerveau. Maintenant, on parle de la auto-neurologie, c'est-à-dire l'ORL qui opère l'oreille moyenne et interne, il est neurologue en même temps. C'est-à-dire, ce sont des chirurgies qui se font maintenant en collaboration avec la neurochirurgie. Donc, c'est déconseillé. On aspire, on nettoie, mais fini la séringage. Et puis, au niveau des végétations, non.
Les végétations, ce sont les tissus qui répondent aux stimulations immunitaires de l'enfant. C'est la maladie de l'enfance, comme le professeur vient de dire, mi-yo-yo, mi-yo-yo. L'enfant est en train de préparer ses anticorps. Donc, pas besoin de s'acharner là-dessus. Utilisez l'eau stérile, c'est-à-dire vous faites bouillir l'eau, vous le laissez refroidir et vous nettoyez. Si on vous propose du sérum physiologique à 9 pour 1000, c'est pour avoir la même concentration que le sérum qui circule dans les sangs. Si vous prenez des sérums, par exemple, qui sont P concentrés ou hyper concentrés, ça va vous piquer, ça va vous faire mal. C'est question de gradient de concentration du sel dans l'eau. Si le sel est trop important ou très peu important, surtout le sérum qui est fait pour être injecté, celui-là, si vous mettez dans les nez, vous allez sauter au plafond. Ça va vous faire très, très mal. Donc, c'est une question de gradient de concentration du nacelle, donc du sel. Et puis, la troisième question, c'était quoi encore? Les bestiaux. L'histoire des enfants. Ah, les enfants, c'est la végétation, c'est l'adaptation. Ce n'est pas héréditaire. Soit tu es répondant, soit tu es moins répondant, c'est tout. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, docteur. Alors, peut-être on va finir avec Maître Prisque Dipanda. Il a aussi une question concernant les problèmes otorhinolaryngologie. D'accord, merci beaucoup. En termes de questions, pas comme tel, je remercie le docteur pour son intervention. Moi, j'aimerais savoir, vous évoluez en France. Je reste convaincu que la RDC a besoin de votre concours. Est-ce que vous avez des projets pour la République démocratique du Congo? C'est ce que j'aimerais savoir. Qui est ce Congolais qui dirait qu'il n'a pas de projet? On a des projets, mais les moyens, c'est ça, la question. On a même des bibliothèques, des réserves de livres. Quand vous demandez aux autorités, ceux qui ont des finances, même de les transporter gratuitement, la bibliothèque, les connaissances, ils vous demandent de payer. C'est ça. On a tous envie de communiquer. Vous savez, l'examen, la pratique, ça se communique. Nous, on a été des esclaves à côté des jeux de maîtres pour observer comment ils font tout ça. On aimerait, avant de partir de cette terre, communiquer ça, et surtout à nos concitoyens. Mais c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage, on n'a pas les moyens. Moi, j'ai des projets. Vous m'invitez aujourd'hui et je viens. Mais si c'est pour aller gaspiller, payer des rétrocommissions, pour ne pas parler politique. Merci beaucoup, docteur. Merci pour toutes ces questions. La dernière question pour moi, docteur, ça concerne un peu tout le monde. Quel conseil vous pouvez donner aux gens pour qu'ils essayent un peu de bien tenir leur partie du corps qui va de la tête jusqu'au cou? Ça signifie qu'ils essayent d'être en forme du point de vue otorhinolaryngologie. Quel conseil vous donnez, par exemple, pour anticiper certaines maladies otorhinolaryngologie? Moi, je pense qu'à Kinshasa, vu l'atmosphère polluée de l'air, il faut une bonne hygiène de vie bucco-dentaire. Il faut l'hygiène du nez, que les gens apprennent à porter les masques comme les Japonais et les autres, parce que la pollution, elle est très, très, très importante. Et pourquoi pas aller habiter un peu loin de Bandalungwa et de la zone de Kinshasa pour respirer de la bonne air, quoi, c'est tout. Et l'eau potable, c'est pas possible. Quand je vois les gens tout le temps dans les immondices et les inondations, oh là là, l'eau stagnante, avec tout ce que ça véhicule. Bon, non, je ne sais pas, je n'ai pas de conseils à donner. La santé publique, il faut qu'on multiplie les émissions de santé publique pour expliquer les choses élémentaires d'hygiène de vie. L'alimentation des bébés, nettoyer, dégager les nez des enfants, parce que c'est là où ça pullule le microbe qui est c'est comme ça. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, docteur. Merci, nous sommes arrivés à la fin. C'était un plaisir de vous avoir, de nous avoir enrichi de vos connaissances.
Je crois que ça ne sera pas la dernière fois, j'espère, n'est-ce pas, docteur? Installer à ceux qui ont des moyens, parce que je pense qu'on est dispersé dans tous les continents pour la télémédecine. Je pense qu'il y a des cabines de télémédecine. Je pense que tout Congolais, puisque vous nous demandez quel est le projet, moi, je me donnerai même 2-3 jours où je peux faire des consultations à distance, donner mon avis sur les lésions ORL qu'on peut me présenter. Ça, c'est un projet qui ne coûte rien, qu'il n'y a que les gens qui sont sur place qui investissent et qui nous demandent à nous, on donnera alors de notre temps. Et nous sommes nombreux pour partir dans ces projets. Voilà, merci beaucoup. Je remercie le docteur Georges Njoku Darabou, qui est spécialiste en otorhinolaryngologie. Il travaille en France. Je remercie tous ceux qui nous ont accompagnés aujourd'hui pour donner leur contribution. Il y avait notamment Maître Prisk Dipinda, il y avait Madame Patricia Temouni, il y avait le professeur Alfred Chango, il y avait Monsieur Yves Kacha, il y avait aussi le père Alain Zadi, qui est le directeur de CEPAS en République démocratique du Congo. Il y avait évidemment aussi Madame Rachel Amani depuis l'est de la République démocratique du Congo, précisément à Goma. Alors, il ne me reste plus qu'à souhaiter une bonne soirée à ceux qui nous suivent et une bonne journée, ça dépend d'où est-ce que vous nous suivez. C'était un réel plaisir de vous avoir avec cette nouvelle version du Dialogue avec. Vous allez retrouver ce programme demain samedi à partir de 14h pour les gens qui n'ont pas pu nous suivre, ou ils peuvent aussi nous suivre sur notre compte, notre chaîne YouTube. Et puis alors, nous allons rediffuser à 14h demain. Et sinon, le prochain rendez-vous, ça sera le mardi prochain. Et je vous remercie. Au revoir et à très bientôt avec le même plaisir.